nous sommes à Nantes, dans les locaux de Mon Studio Télé, pour parler du Festival des Trois Continents et d'une section particulière de l'édition, de la 40e édition du festival. La section s'appelle Des frontières et des hommes, et il y est donc question des frontières, de l'étranger, de l'exil. Cet exil en France, il a existé pendant un certain temps dans une zone particulière qui s'appelle la jungle de Calais. Nous avions Nicolas Klotz pour nous parler de l'Heroic Land, La frontière brûle, le documentaire. Mais ce documentaire a été réalisé à deux. Et nous avons donc avec nous maintenant pour en parler Elisabeth Perceval. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Comment allez-vous après cette longue aventure qu'a été ce documentaire? Cette longue aventure où on n'était que deux, justement, comme vous le précisez. Et il aurait été parfois souhaitable d'être 10, 15. Mais on a fait à deux ce qu'auraient pu faire 15 personnes. Et donc, ça a été un bonheur immense. Parce que si ça n'avait pas été un bonheur immense d'être là, parmi ces personnes qu'on rencontrait, parce que tout l'intérêt du cinéma, c'est quand même d'aller à la rencontre de personnes qu'on ne connaît pas, qu'on avait envie de faire découvrir, et qu'on avait envie de découvrir. On ne s'est pas ennuyé, loin de là. Ça a été tellement passionnant de les rencontrer, tellement vivifiant, tellement, on a appris tellement de choses qu'on est resté effectivement 1 an à filmer. Oui, vous étiez parti au début pour 2 jours et vous êtes resté, vous êtes retourné régulièrement. Ah oui, 2 jours, c'est même pas jeter un regard, parce que dès les premières minutes, il y a une telle énergie qui se dégage de ce lieu, une énergie extrêmement particulière, puisque c'est des communautés qui cohabitent quand même de manière dans une grande proximité, avec beaucoup de circulation et d'endroits différents. Ça va du restaurant à la boulangerie, à l'école, et les cabanes dans lesquelles ils habitent. C'est-à-dire c'est une ville qui était en train de se construire, qui était en train de surgir. Et tout l'intérêt, c'était de porter attention à ce qui était en train de s'imaginer, de s'inventer, de se créer, et qui était quand même très particulier et très nouveau. C'était vraiment une ville refuge. C'était vraiment des gestes d'accueil pour tous ceux qui allaient venir ou demander l'asile à la France, ou bien qui étaient de passage, en transit, pour aller vers l'Angleterre. Parce que c'était quand même un lieu de cohabitation et d'accueil. Et ça, c'est très important. Ils étaient en train de le créer, bien sûr, avec l'aide d'associations, mais c'est eux-mêmes qui créaient ce lieu, tout en sachant qu'ils allaient peut-être partir le lendemain. Et d'ailleurs, il y avait une chose qui se passait dans la jungle qui était très beau. Quand une personne ou un groupe de personnes décidait de tenter le passage vers l'Angleterre, il rangeait sa maison, j'appelle ça les maisons, c'était les cabanes, et ils donnaient leur clé, ils fermaient la porte, ils donnaient la clé à quelqu'un, ils disaient « si je ne rentre pas et que je suis passé de l'autre côté, tu donneras mes clés à ceux qui arrivent et qui n'ont pas de quoi se loger ». Voilà, c'est pour vous dire que c'était des gestes d'accueil qui s'échangeaient comme ça. Incroyable. Et qui était très beau. Et ce que vous dites de manière tous les deux très très bien, c'est qu'en fait était en train de s'inventer peut-être les possibilités d'un accueil auquel de toute façon il va falloir faire face. De toute façon, et de toute façon avec réjouissance. Parce que ce qui nous arrive, ce qui vient vers nous, ces migrants qui arrivent sur notre territoire, que ce soit de passage ou en demandeur d'asile, c'est une jeunesse vraiment pleine d'avenir. C'est-à-dire qu'ils sont remplis d'abord d'une force et de combat incroyable, et de désir de vivre incroyable, et de connaissances, beaucoup de connaissances. Donc ces rencontres et ce qui arrive de ces pays-là, parce que malgré les épreuves qu'ils ont subies, malgré tout ça, le futur se dessine devant eux. À partir du moment où il y a la moindre possibilité de construire quelque chose, ils le font. Ils la saisissent. Et ils la saisissent immédiatement. Et ceux qui ont réussi à passer de l'autre côté, il y en a qui sont à l'université actuellement, il y en a qui ont commencé déjà à travailler. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout des gens qui ont envie d'être un poids. Ah non. Ils ont envie d'agir, de construire. Déjà, il suffisait de voir la jungle. 80% des personnes faisaient eux-mêmes leur repas. C'est très, très important de le dire. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas être
pris en charge. C'était justement pour ça en fait, au départ, la ville avait proposé cette zone, ce territoire, pour que les personnes qui étaient dans la ville, dans les rues, sur les trottoirs, puissent avoir un endroit où se réfugier. Et cet endroit, ils l'ont construit. Ils l'ont construit de leurs mains. Et c'est cet endroit-là qui était vraiment, je dirais, une ville-monde, une ville pour le futur. Une ville-monde avec plein de sons, avec plein de bruits. Et tous ces bruits, on les retrouve dans le documentaire d'une manière époustouflante, qui donne énormément de détails, de températures différentes, et c'est magnifique. Et ça, ce travail sur le son, c'est vous. Ce travail sur le son, ça a été d'abord une panique pour moi. Parce que moi, je suis scénariste. Je travaille dans un cahier, sur mon ordinateur, et toute seule, dans le silence. Et tout à coup, je me suis retrouvée avec cet appareil qui était un zoom. Bon, il y a 2-3 boutons, qui a un beau son. Mais je me suis rendu compte à quel point, au bout d'une semaine, je me suis dit, mais c'est le son du film que je suis en train de faire. Quelle responsabilité! Malgré qu'il y avait un petit micro sur la caméra, c'était quand même le son principal. Et donc, c'est ça, c'est aller dans les endroits les plus intimes, parce que les endroits dans la maison, dans ces endroits-là, c'est très, très petit. C'est quoi? C'est 3 mètres sur 2,50 mètres. On pouvait se retrouver 12 là-dedans. Par exemple, quand il y a les Syriens et qu'ils chantent, eh bien, c'est un moment qui se fait dans l'instant, je dirais. Et effectivement, ce petit appareil permet d'enregistrer leurs chants, d'enregistrer quand ils prennent la parole. Parce qu'il y avait ça, c'était que les personnes n'avaient pas du tout envie d'interrogatoire, n'avaient pas envie d'un questionnaire. Et je crois que c'est ça la particularité de la relation qu'on a eue, dans cette intimité, dans cette proximité, je dirais même dans ce désir d'un frôlement de ces jeunes gens, de leur bonheur qu'ils avaient aussi envie d'exprimer. Parce que leur malheur, ils le disent, il est là, il est présent. Mais leur bonheur, c'est quelque chose aussi qui leur donne comme une énergie. Et donc ce son, effectivement, ça pouvait être le son d'un cerf-volant aussi, avec les enfants qui jouaient sur la lande. Beaucoup de jeux, beaucoup de chants, beaucoup de gens qui chantent, beaucoup le bruit des machines aussi, parce qu'il y avait, pour faire l'électricité, il y a ces espèces de groupes électrogènes. Oui, de groupes électrogènes. Hein, donc ça, c'était des bruits, et puis le vent. Ce fameux vent qui traverse la jungle presque tout le temps, quoi, et qui est devenu un élément sonore, une matière sonore, comme un personnage. C'est-à-dire que le magnifique, la personne qui a fait le mixage, qui était un technicien absolument magnifique, avait proposé qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans les sons, qu'il n'y avait pas un son raté, un son réussi, un beau son, un son qui serait pas agréable à entendre. Il a essayé de travailler la bande-son comme un, je dirais, comme un chœur. C'est-à-dire que sans hiérarchie. Une symphonie. Comme une symphonie. Et quand la musique traverse, que ce soit Christophe dans la danse... toutes les chansons sont toutes les musiques sont très très bien choisies. Ouais. Ou que ce soit leur musique à eux, qu'on entend sur leur portable, etc. C'est-à-dire, voilà, c'est la jungle est traversée par ces sons qui viennent du monde entier aussi. Et comme vous dites qu'ils viennent du monde entier, ce que vous dites notamment par rapport au son, c'est que vous vouliez surtout pas, chose qu'on fait tout le temps au cinéma, demander aux gens d'éteindre leur téléphone portable. Parce qu'éteindre le téléphone portable, ça voulait dire se couper du monde. Exactement. Et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a pas de nouvelles de sa famille depuis 1 an ou 2 ans, éteins ton portable. C'est très difficile. Donc effectivement, on entend parfois ces ondes qui peut-être s'en vont ou viennent d'un pays d'Afrique ou viennent de Syrie ou viennent... Voilà, et ce crépitement fait partie du quotidien aussi. Et ça aurait été dommage de ne pas l'avoir. Hein. Comme vous dites, parce qu'effectivement, on ne sait pas d'où vient cet appel, c'est ça, et on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, et on les voit beaucoup téléphoner quand même. On les voit beaucoup téléphoner, et ils ont l'Érythrée, les Érythréens qu'on voit, quand leur téléphone, ça vient d'Érythrée, ou bien ça vient du Soudan, ou bien de... Voilà, mais voilà, c'est effectivement des ondes comme ça. Il n'y a pas de frontières, là.
là, il n'y a pas de frontières. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est ça qui est beau. Et en laissant ce son, et se dire, voilà, ils communiquent avec le monde, et ils sont pourtant entourés d'une frontière immense autour du camp. Si vous le croisez, ce film, allez le voir. Il dure 3h30, mais c'est 3h30 de bonheur. Donc bravo. Merci Bravo. beaucoup. Et merci.